Nouvelle-Calédonie, actualité. Le pays bientôt relié au monde, l'installation du second câble appelé Gondwana 2 et Pico 2 a commencé ce matin. La connexion Internet du pays devrait être plus sécurisée. Alors quel changement pour les Calédoniens? Réponse dans quelques instants. Plus de 70 puffins écrassés et percutés sur la plage de Pindaye dans la commune de Pointe-Bout. Un acte barbare qui pourrait avoir des conséquences sur la colonie. La Société calédonienne d'ornithologie demande la fermeture de la route du lieu concerné la nuit. Et enfin, bonne nouvelle pour la filière ostréicole dans le nord, notamment pour l'huître sauvage. Il y a 4 mois, des collecteurs ont été placés dans l'eau à Touo. Près de 900 individus ont été récoltés naturellement. Nous avons suivi la manipulation ce matin. Pour ouvrir cette édition, Gondwana 2 et Pico 2, donc c'est le nom du second câble marin qui va être déployé. Depuis 2008, le pays est connecté à un seul et unique câble sous-marin international reliant Nouméa et Sydney. Ce matin, une cérémonie était organisée à Wemo pour célébrer le début de l'atterrage du câble. Mais quels changements attendent les Calédoniens? Élément de réponse avec Audrey Poïdi. Les usages numériques des Calédoniens n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. Face à cette croissance, la sécurisation du seul et unique câble sous-marin est devenue primordiale. La rupture du câble de Tonga en janvier dernier, amenant l'archipel à être coupé du reste du monde, a conforté l'OPT dans son projet, initié en 2017, celui du déploiement d'un câble international entre le pays et Fidji. Lorsqu'on perd le câble international, toute l'économie est à terre. Et l'économie calédonienne est une économie très développée, notamment avec les mines. Et on ne pouvait pas se permettre ce genre de casse et ce genre d'isolement mondial. L'autre objectif du câble international Gondwana 2 est de créer des routes numériques directes entre le pays, Wallis et Futuna et la Polynésie française dès 2023. Et ce qui permet aussi de connecter et de développer la coopération régionale avec vraiment la connexion sur Fidji, Wallis et Futuna et la Polynésie française. C'est vraiment de faire une coopération des îles françaises du Pacifique, mais aussi régionale avec l'ensemble des territoires du Pacifique, de pouvoir développer certaines coopérations sur la e-santé, sur l'éducation, sur de nombreuses thématiques sur lesquelles on pourra vraiment monter en puissance dans les années à venir. L'autre partie du câble, la partie domestique appelée Pico 2, doit quant à elle permettre d'étendre le réseau local de télécommunications, en portant le très haut débit dans des zones non raccordées pour le moment. C'est le cas de Marais, Yaté et l'île des Pins. Cela représente près de 9000 usagers. Une réduction de la fracture numérique qui ne devrait pas déclencher une hausse des prix des offres de l'OPT. Bien au contraire, l'ensemble de cette évolution technique, de cette progression du numérique, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir améliorer les conditions d'accès au numérique et bien sûr dans des tarifs plus favorables aux Calédoniens. Le coût du projet s'élève à plus de 4 milliards, la moitié étant financée par les fonds propres de l'OPT. Le câblier René Descartes doit équiper 8 sites d'atterrage jusqu'au 29 avril. Au total, 1515 km de câbles vont être déployés entre Nouméa et Fidji. En ce qui concerne la mise en service commerciale, elle est prévue au mois d'août cette année. Dans l'actualité également, ce projet, en 2021, ce sont près de 450 élèves qui ont fréquenté l'école de police pour de la formation initiale ou continue. Il devrait être 30% de plus cette année. Il a été décidé donc la construction d'une nouvelle école située dans le quartier de Normandie à Nouméa. Cette école devrait être livrée d'ici la fin de l'année. On écoute Patrice Faure, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. École de police pour la police nationale, mais pas que, pour aussi les polices municipales et l'ensemble des formations de base ou pas qui seront réalisées ici sur le terrain. Outre le fait que c'est un outil moderne, performant, qui permettra aux fonctionnaires de police de travailler dans de meilleures conditions et évidemment aux stagiaires et élèves de pouvoir encore mieux apprendre leurs cours, leurs leçons, etc. Ça nous permettra aussi probablement de positionner cette école de police, cette école de formation dans son environnement régional et peut-être d'assurer une meilleure coopération avec les pays voisins pour se nourrir de leurs compétences, de leurs performances, mais de leur savoir-faire, et eux peut-être aussi de nourrir de ce que nous savons faire, de ce que nous saurons encore mieux faire demain.
Voilà des propos recueillis par Mathurin Derel et toujours selon le haut-commissaire, c'est un bâtiment qui participera à l'indépendance énergétique du pays avec des installations bioclimatiques. Autre titre ce soir, pas moins de 78 puffins du Pacifique écrasés et percutés sur la plage de Pindaye à Pointe-Boute. Suite à cette découverte, la Société calédonienne d'ornithologie a réagi en rédigeant un courrier à la mairie et au président de la province Nord. D'après le dernier comptage, 10 000 couples de puffins ont été recensés sur toute la longueur de la plage. La macabre découverte n'est pas sans conséquence pour ces oiseaux marins protégés en période de reproduction. Un reportage d'Océane Zoubler. Ces oiseaux vont nicher sur le haut de plage. Donc sont obligés de traverser cette piste. Et malheureusement, il y a des gens qui la fréquentent la nuit et qui roulent sur les oiseaux. C'était vraiment un spectacle un petit peu attristant parce que tous ces oiseaux écrasés, c'est quand même une plage de villégiature et le week-end, il y a beaucoup de familles. Et de passer les voitures qui roulaient sur ces oiseaux morts, c'était affligeant. Régulièrement, des puffins sont massacrés ou tués au bord des plages. Pourtant, cet oiseau marin fragile et vulnérable est une espèce protégée par le Code de l'environnement de la province Nord. Après les faits, la Société calédonienne d'ornithologie a déposé plainte à la gendarmerie. Un courrier a également été envoyé à la mairie de Pointe-Boute et à la province Nord. Là, on est sur la piste qui longe le bord de la plage où viennent se poser les puffins le soir. Il y a même des terriers qui sont creusés. Tu vois, on a tout le long du chemin, là. Donc évidemment, quand ils arrivent, si la voiture sort un petit peu du tracé, eh bien, le terrier est effondré. C'est une nouvelle qui est triste, malheureusement, mais qui montre aussi une nécessité de protéger cet environnement-là. On va prendre la tâche avec les acteurs du secteur, avec la province et les associations aussi comme la SCO, pour pouvoir convenir des mesures nécessaires à la préservation de ces espèces-là. Peut-être bloquer l'accès à ces endroits durant des horaires de nuit, là où les oiseaux sont le plus actifs. Plus d'un tiers de la population mondiale de puffins du Pacifique se trouve en Nouvelle-Calédonie, soit 300 000 individus, et la plage de Pindaye compte la plus grande colonie de puffins de la côte ouest. Ce sont uniquement durant les périodes de reproduction du mois de novembre à mai que ces oiseaux se trouvent sur les plages. Et bien là, lorsqu'on a 78 puffins écrasés, on se dit que éventuellement, c'est autant de petits qui vont périr puisqu'ils seront mal nourris, puisque parfois les parents peuvent aller pêcher pendant plusieurs jours, ne pas revenir. Ces oiseaux sont également sensibles et désorientés à cause de la lumière. Certains se retrouvent alors échoués ou ne peuvent plus décoller. Une cartographie des communes les plus éclairées sera faite par la SCO afin de pouvoir agir. Si vous détruisez un nid, que vous nuisez à ces oiseaux protégés ou encore si vous les tuez, vous risquez une peine de 6 mois d'emprisonnement et une amende de plus d'1 million de francs. Voilà, et si vous souhaitez signaler la découverte d'un de ces oiseaux en détresse, vous pouvez vous rendre sur le site de la SCO ou par téléphone au 83 89 40 au 83 89 40. Concernant la crise sanitaire cette fois-ci, la situation s'améliore. Aucun décès n'a été signalé. 4 patients sont en réanimation. 25 personnes sont hospitalisées en unité Covid. 89 nouveaux cas ont été dénombrés. C'est près de 100 cas positifs en moins par rapport à hier. Et le taux d'incidence continue lui aussi de baisser. Il est de 346 cas sur 7 jours. Que mangeons-nous? Est-ce que nous pratiquons du sport? Les enquêtes du programme Baromètre Santé se poursuivent aux îles. Objectif, recueillir les données sur les comportements, les attitudes, les perceptions liées aux prises de risques et à l'état de santé. Nous avons suivi une équipe à Lifou, un reportage d'Henri Nailolo. T'as pas eu de problème au niveau de la barrière de la langue? Non, pas du tout. J'ai cru que je vais avoir des difficultés sur ça, mais non. Ça va, ils parlent bien français. J'ai bien trouvé.
Mélie fait partie des 6 enquêtrices qui sillonnent l'île de Lifou depuis la semaine dernière. Avec Wassadin, leur jeune superviseur, elles font le point avant de repartir sur le terrain. Guidées par leur GPS, elles débarquent dans l'un des 599 foyers de l'île sélectionnés pour cette enquête. Après les salutations d'usage et avant l'enquête proprement dite, la jeune maman expose le déroulé de l'opération. Il y a un questionnaire Covid à répondre. Ensuite, il y a la fiche de suivi où on marque le nom, le prénom, l'âge, numéro de téléphone. Et si après, dans le foyer, on doit tirer au sort la personne qui doit répondre au questionnaire, on verra qui va répondre. Donc c'est parti. Et c'est monsieur qui répond. Pas de chance ce matin, la jeune enquêtrice doit revenir en fin de journée interroger le papa parti au travail. Une deuxième partie qui reste strictement anonyme avec un questionnaire portant sur 18 thèmes différents liés à la santé. Je croyais que les gens ils vont être un peu réticents et tout, mais non, ça s'est bien passé pour moi en tout cas. Ces baromètres sont des enquêtes qui permettent d'avoir une image de la santé et ça permet aussi d'avoir de nous orienter sur les politiques publiques. C'est-à-dire, si on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui ont du diabète, il faudra mettre en place des choses pour prendre en charge les diabétiques. Cette troisième baromètre adulte doit pouvoir comparer la Nouvelle-Calédonie avec d'autres pays dans le monde, dans plusieurs pays du Pacifique. On reste dans le domaine de la santé. En France, les hommes homosexuels peuvent enfin donner leur sang. Cette mesure d'interdiction datait de l'épidémie de sida dans les années 80. Au pays, la loi n'est pas applicable et doit passer par un arrêté du gouvernement actuellement en cours de traitement. Une nouvelle qui réjouit Laurent Garnier, administrateur de Diversité NC. On l'écoute, il est au micro d'Océane Dacounia. C'est important de plusieurs manières parce que déjà quand il y a une discrimination, c'est un petit peu dommage d'avoir une différence de traitement entre des citoyennes et des citoyens, en particulier sur un aspect lié à l'orientation sexuelle. La communauté homosexuelle statistiquement était plus concernée il y a 40 ans au moment de la naissance de l'épidémie VIH par les pratiques à risque, mais ça ces choses-là ont bien évolué depuis. Donc voilà le motif de comprendre quel était le comportement de la personne au niveau de ses pratiques sexuelles est devenu complètement obsolète et hypocrite surtout, parce que toutes les questions qui sont posées dans le questionnaire, que ce soit par rapport à Creutzfeldt-Jakob ou d'autres aspects qui sont importants pour la collecte du sang, sont dépassés. Donc maintenant, la pratique devra évoluer vers un contrôle du produit sanguin plutôt que sur une déclaration de la part des personnes qui donnent leur sang, surtout qu'il y a trop peu de personnes maintenant qui donnent leur sang, donc on a besoin de tout. Un incinérateur dans la presqu'île de Ducos. Les habitants de cette zone n'en veulent pas. Ils craignent pour leur santé. Les travaux du projet porté par Promed ont déjà commencé. Une pétition est déjà en cours, mais il se pourrait qu'elle ne serve à pas grand-chose pour arrêter le processus. Un reportage de notre journaliste du Sud, Michel Pimbé. Voici le site d'implantation du futur incinérateur de déchets dangereux porté par Promed, une filiale du groupe Lafleur qui est déjà en cours de construction. Hier, cette association d'habitants vivant à proximité et opposés à son installation rencontrait les responsables de Promed ainsi que ceux de la province sud qui ont donné le feu vert au projet. Pour la province, l'enjeu est de défendre son avis favorable alors que le collectif souhaite purement et simplement l'arrêt du chantier. Là, maintenant, ce qu'on est en train de nous mettre, ils ont déjà commencé la construction. C'est pas viable pour la population, tout en sachant que là-bas, ce ne sont pas des animaux qui vivent à l'intérieur, ce sont des êtres humains. Et avant tout, je pense que nos décideurs politiques, comme ils l'ont bien précisé, ce n'était pas un projet à eux, mais quand on est décideur politique, on pense aussi à l'intérêt général, on pense à l'intérêt de la population. Le projet avait déjà fait couler beaucoup d'encre. En 2018, une première version située au niveau de la ZAC Panda avait suscité une tollée. Face à la mobilisation citoyenne et une implantation trop proche d'un établissement recevant du public, le projet avait dû être retiré. Il a refait surface au travers d'une nouvelle enquête publique en août 2021 sous la forme d'un projet similaire dénoncé à nouveau par EPLP. Les militants environnementaux estiment qu'il n'est pas adapté au pays. Donc au travers de l'arrêté ICPE qui fait quand même 72 pages de prescription, on est parti pour 30 ans de pollution. On a 1 à 2 tonnes de poussière qui seront émises chaque année et 17 millions à 35 millions de mètres cubes de gaz
les uns et les autres contenant des toxiques, dont la plupart d'ailleurs ne sont pas évalués au plan des impacts sanitaires. On considère que dans les fumées d'incinérateurs, il y a environ 3000 substances. En novembre 2021, la province sud a émis un avis favorable pour la délivrance de la norme ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, en dépit de certaines questions posées par les riverains et du manque de temps laissé à la direction des affaires sanitaires et sociales pour qu'elle puisse produire un avis sur les risques sanitaires de cette installation. Il semble que certaines recommandations émises par l'Institution nationale de l'environnement industriel et des risques n'aient pas été prises en compte. L'industriel a refusé de répondre à nos questions. Une situation que l'exécutif provincial assume. Dans un projet industriel, il n'y a pas de risque zéro de pollution. Mais ce que je peux garantir, c'est que ce dossier a été instruit selon les règles de l'art de la province en matière d'instruction ICPE. On en a instruit des centaines. Il est placé sur la zone de Nambot, il y a déjà plein d'installations ICPE. Et il a été encadré par une agence nationale indépendante qui s'appelle INERIS. Il a été encadré par des bureaux d'études. Et donc, moi, mon rôle, c'est de permettre aux promoteurs d'expliquer de quelles compétences ils se sont entourés pour encadrer la question des émanations qui sont liées à ce projet. En dehors des aspects sanitaires et environnementaux, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable tout de même assorti de 2 réserves sur le plan économique. 2 réserves qui n'ont pas été levées puisque ni la direction des affaires économiques ni l'autorité de la concurrence n'a été saisie par la province sud. Le commissaire enquêteur s'inquiète notamment de la création d'un monopole et d'un risque de dérapage des coûts pour la collectivité. Dans le volet ostréiculture cette fois-ci, verdict ce matin à Touault sur la tentative de captage de naissins sauvages d'huîtres. Il y a 4 mois, des collecteurs ont été placés dans l'eau. Paul Chabre, chargé de développement aquacole pour la province Nord, est satisfait des résultats. Près de 900 individus ont été récoltés naturellement. Aurélie Chiron a participé à la manipulation ce matin à Touault. Donc en fait, d'abord, il faut essayer d'arriver par l'angle pour arriver à les détroquer le mieux possible. Et ensuite, ne pas blesser l'huître en dessous parce que sinon, on est sûr qu'elle meurt. Les huîtres mesurent entre 1 à 5 cm de longueur et leurs coquilles sont fragiles. Il faut donc les détacher des collecteurs avec minutie. Une fois détroquées, elles sont immédiatement plongées dans de l'eau salée. C'est une vraie étape de franchie de pouvoir savoir qu'on peut compter sur du recrutement naturel et pour avoir des huîtres ensuite pour que les élevages puissent commencer. C'est vraiment un vrai pas de franchie, quoi. Fernand Colélé, l'un des porteurs de projet, avait également installé une table dans la baie en face de chez lui. Après 4 mois en mer, le captage du naissin d'huître est un échec. Avec le mauvais temps, il y a eu trop d'eau douce. Et puis, il y a plein de dépôts, et puis il y a des prédateurs, il y a un bigorneau. Météo ou bigorneau perceur, si à Vieux-Touault la collecte en milieu naturel est impossible, le site reste adéquat pour poursuivre l'expérience. À la marina, plusieurs milliers étaient espérés et environ 900 huîtres ont été collectées ce matin. Pour une première expérience, le résultat reste satisfaisant. Sur la marina de Touault, ça a bien marché et grâce à la mairie de Touault, on a l'autorisation de ramener la 2e table ici et surtout de mettre une ligne protégée à l'intérieur de la marina parce que pour l'instant on n'a pas vu de prédation pour faire le premier stade de croissance. Ouais, on va les mettre en croissance dans ces paniers puis après on va les suspendre les paniers sur la ligne qu'on a mis en place ce matin. En espérant avoir au moins 50% de survie, ce serait bien. Sachant qu'elles sont quand même super fragile. Une fois installées dans les paniers, les huîtres resteront 3 à 4 mois dans la marina. Ici, elles continueront de grandir avant de rejoindre les eaux de Vieux-Touault chez Fernand. On referme cette édition avec cette carte. Regardez, l'ensemble du pays est en vigilance jaune forte pluie et orage. Donc soyez attentifs aux informations données par la météo et faites attention si vous devez prendre la route. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.